Alors, une corde qui vibre. C'est au ralenti. D'accord? Si je veux caractériser ma corde qui vibre, il faudrait que je sois capable, à chaque instant, de déterminer la position de chacun des points de ma corde. Okay? Donc si je choisis un référentiel en disant, ben voilà, j'ai ma position au repos, ma corde au repos, ben je vais dire, voilà, ça c'est mon axe des X. Perpendiculairement, je vais tracer un axe des Y. Et si pour chaque point sur mon axe des X, à chaque instant, je suis capable de déterminer où est la corde, et à quelle hauteur elle est, par rapport à son point d'équilibre, ben je saurai caractériser la vibration de ma corde. Okay? C'est ça qu'on va faire. Alors, on va quand même simplifier un peu le problème, et parce que déjà vous allez voir, c'est pas super simple. Donc déjà, on va considérer que la corde n'est pas l'instrument. Ça veut dire que je ne vais pas tenir compte de la table d'harmonie, je ne vais pas tenir compte de la caisse de résonance, je ne vais pas tenir compte du matériau et de la résistance qu'il peut apporter par rapport aux vibrations. Je vais me concentrer juste sur la corde qui vibre toute seule, okay, entre deux points fixes. La deuxième chose, c'est que je vais considérer que ma corde est infiniment souple. Ça veut dire qu'elle n'offre pas de résistance. Okay, je ne vais pas avoir de force interne à ma corde qui l'empêche de vibrer. Je vais aussi négliger l'effet de la pesanteur. C'est-à-dire que le poids de ma corde, par rapport à sa vibration, je vais considérer dans un premier temps qu'il est négligeable. Donc je peux ne pas me prendre en compte. Je vais aussi, pour simplifier, dire qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc il n'y a pas de force de frottement au niveau du sillet et du chevalet, et il n'y a pas de force de frottement de l'air. Donc si c'était le cas, je peux jouer ma corde aujourd'hui, je reviens dans 2 ans et je vibre encore. C'est des hypothèses qui sont simplificatrices, elles ne sont pas forcément vraies. Et je vais aussi prendre pour hypothèse que je n'ai pas de déplacement longitudinal de ma corde. Ça veut dire si je prends un marqueur et que j'identifie un point ici, ben, quand je fais vibrer ma corde, il ne va pas se balader. Il va rester là où il est. Ok? Gentiment. Voilà. Donc pour ça, ben, on peut dessiner une corde. Alors c'est un peu comme la géométrie, hein. C'est arriver à des résultats justes avec des dessins qui sont faux. C'est un peu ça l'idée. Et donc cette corde-là, je vais, une corde, voilà, c'est long, je vais m'intéresser en fait à un tout petit bout de corde, aussi petit que je veux, mais pas nul. D'accord? Donc je vais me positionner entre x et x plus dx, donc ça veut dire que je prends un petit intervalle que j'appelle dx, et c'est ce petit intervalle de corde-là que je vais étudier. Et donc pour ça, on va faire appel au calcul différentiel. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de calcul différentiel, c'est un calcul qui a été co-découvert de manière indépendante, quelques années d'intervalle, par Newton d'un côté et par Leibniz de l'autre. Si on veut résumer l'essence du calcul différentiel, en fait, c'est basé sur un malentendu. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est un peu sur le ton de l'humour, mais derrière, c'est vraiment ça. Ça se passe vraiment comme ça. Ce malentendu fondateur, il est que rien c'est rien, mais qu'avec 3 fois rien, on peut déjà faire quelque chose. Et c'est cette nuance-là qui va permettre de s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut appliquer un autre postulat, qui est le postulat de JCD. Et là, c'est assez intéressant, parce que dans l'histoire des sciences, en fait, à part pour quelques grands scientifiques qui nous ont transmis des manuscrits, des cahiers sur lesquels on peut voir le cheminement de la pensée, comprendre comment ils sont arrivés, avec quelles sont les idées, quels sont les déclics qu'il y a eu dans leur tête pour permettre d'arriver à un résultat. La plupart du temps, ce qu'on a, c'est des publications, et la publication, c'est une présentation logique, claire, synthétique d'un résultat. C'est pas la manière dont j'y suis arrivé. Pour JCD, on a la chance d'avoir une trace plus visuelle de la manière dont il est arrivé à ce raisonnement. Ok? Je propose de le regarder. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc au départ, on a un malentendu, c'est rien, mais avec 3 fois rien, on peut faire quelque chose. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Et c'est ça qu'on va faire. Ok? Donc on va rentrer un peu dans les maths. Donc il y a quelques slides qui vont être un peu difficiles. Et puis après,
ça va aller super vite. Non, non, mais restez assis, partez pas, on a fermé la salle. Je peux pas rester. Nous, on y était déjà. En fait, ils étaient même pas Je prévus. suis juste les deux, là. venu voir. Mais tu vas rater quelque chose après. Ouais, je sais, mais je peux pas. Mais il faut Ta qu'on piscine. se contacte parce que pour faire une présentation. Pour les Fab Labs, ça peut peut-être les intéresser. Ça marche. Je vois que j'ai rendez-vous. Merci d'être passé en tout cas. Ils n'étaient pas prévus, hein, je te rassure. Alors, le détail va vous échapper, ça n'empêche pas de comprendre la suite. Ok. Alors, si on va rentrer un peu dans le dur du sujet, donc si vous commencez à sentir un décollement de la rétine, ou si votre voisin commence à transpirer du sang, vous levez la main, on va s'en occuper. Ok. Alors, mon petit bout de corde, qui est entre X et DX, et donc sur l'autre axe qui est entre Y et DY. Il ne tient pas tout seul comme ça, il est tenu quelque part. Donc j'ai une tension qui est appliquée d'un côté qui va le tirer de la gauche vers la droite, okay, au point X plus DX, à l'instant T. Cette tension-là, ben, par rapport à l'horizontale, elle va faire un angle que j'appelle alpha. C'est pareil, c'est l'angle alpha pour ce point-là. Et de l'autre côté, ben, j'ai une autre tension qui est en sens inverse, hein, donc de la droite vers la gauche, qui va tirer ma corde dans l'autre sens, qui va faire un autre angle, c'est pas le même. J'appelle alpha au point X à l'instant T, d'accord, c'est pas le même alpha. L'autre alpha, c'est au point X plus DX. Là, je suis sur le point X. Et une autre information dont j'ai besoin, ça va concerner ma corde et notamment sa masse cinéique. Donc sa masse cinéique, c'est quoi? C'est un mot barbare pour dire c'est la masse par unité de longueur. Donc, si je prends la masse de la corde et que je divise par sa longueur, je retrouve sa masse cinéique. Une fois qu'on a ça, on peut appeler Newton et appliquer le premier principe de la cinétique, le principe fondamental de la dynamique, qui dit quoi? Qui dit que la somme des forces qui sont appliquées sur un corps sont équivalents à sa masse fois l'accélération.